Parler comme je pense. Parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Change, épisode 6. Alors aujourd'hui on va parler business à nouveau. Plus particulièrement on va aborder le sujet de l'abonnement. On va parler abonnement illimité aux prestations d'avocats. Vous avez bien entendu. En fait, durant ces dernières années, j'ai eu à échanger avec quelques associés de cabinets d'avocats sur la mise en place d'un tel modèle économique. Bon, soyons clairs, très souvent on me disait que c'était de la folie. En gros, qu'il était pratiquement impossible de mettre cela en place. Certains me disaient que c'était la faillite assurée d'ailleurs. Et pourtant, force est de constater qu'aujourd'hui, certains cabinets sont parvenus à mettre en place ce modèle. Et vous savez quoi ? Ça marche. Et pour nous expliquer tout cela, je reçois aujourd'hui Christophe Landa, fondateur du cabinet Get Avocat, mais surtout pionnier dans la mise en place de l'abonnement illimité aux prestations d'avocats. Voici nos échanges. Bonjour Christophe. Bonjour Tony. Bonjour. Alors je suis très très heureux de t'accueillir sur ce podcast Change qui a pour vocation d'accompagner les professionnels du droit et de les faire sortir de leur zone de confort. Et aujourd'hui l'idée c'est vraiment de par ton intermédiaire et par ton intervention c'est de pouvoir apporter une valeur ajoutée qui va être très importante, je pense, dans le futur, parce qu'on va parler de l'abonnement aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter, on va rentrer dans le fond. Merci Tony. Écoute, je m'appelle Christophe Landa, je suis avocat au barreau de Montpellier, j'ai prêté serment en début 2003, fin 2002. Donc ça fait maintenant presque 20 ans que je suis avocat à Montpellier, avec une formation qui reposait sur deux jambes. La première, c'était une maîtrise sciences criminelles, donc très éloignée du domaine de la matière, on va dire, juridique, classique, éloignée des salles d'audience. Et une dernière année de fac de DE informatique et droit qui m'a filé le virus, c'est d'actualité, mais le virus du droit et des nouvelles technologies, sachant que j'étais déjà un passionné de nouvelles technologies et de technologies tout court. Et donc voilà comment j'ai évolué. D'abord en faisant du pénal, et puis pendant 10 ans, donc beaucoup, en passant à la spécialisation. Et puis des événements qui m'ont conduit à arrêter le pénal, une perte de passion pour la matière. Et puis j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus aux nouvelles tech, auxquelles je m'intéressais dans le privé, mais que je n'avais pas encore vraiment mis en pratique au quotidien, même si il m'arrivait fréquemment de travailler dedans. D'accord. Quel est ton avis aujourd'hui sur le marché du droit ? Comment tu le trouves aujourd'hui en France ? Moi, je fais partie de ceux qui ont essayé de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière assez tôt. Le premier site web que j'ai lancé de consultation juridique en ligne, c'était en 2007. C'était un bid total. Un bid total. Ça n'a pas marché du tout. Pourtant, le concept me paraissait bon, mais visiblement, l'époque ne s'y prêtait pas. Trop tôt. Voilà, peut-être trop tôt, et puis sans doute un manque de compétences pour lancer ça tout seul. On y reviendra peut-être, mais je pense que quand on est avocat, on est un peu isolé. Alors, du coup, j'ai un regard qui est assez ancien sur tout ça. Je trouve que ça commence à bouger. Alors, ça bouge timidement, tout doucement, parce que on a une faculté de réagir à l'apport des technologies, aux idées neuves, surtout aux idées neuves, qui est pas inexistant, mais qui est plus lent que dans les autres corps de métier. Donc, on est un peu boosté quand même par le bousculement que provoque les legal tech. Et Dieu sait qu'il y en a, même si pour l'instant, on peut pas dire qu'on ait vraiment mis en place l'écosystème, en tout cas au sein de la profession d'avocat, qui permettent de réagir efficacement. Donc, on continue à subir un peu, mais enfin, il y a quand même pas mal d'initiatives à droite à gauche qui font que les confrères, tout doucement, se mettent à bouger, à réagir. Ça reste quand même assez timide, il faut être honnête. D'accord. Là, tu as parlé effectivement du côté des professionnels, du côté des confrères et tout, mais du côté des clients, qu'est-ce que tu observes aujourd'hui ? Alors, il y a une mutation de la relation avocat-client, c'est une évidence, dans le marché du juridique, dans le marché du droit. Et je dis marché du droit, j'ai commencé à dire un premier gros mot. Je suis désolé, je risque d'en dire beaucoup pendant le podcast. Donc, ne donne pas mon adresse, qu'on voit surtout pas des tomates sur ma baie vitrée, ma belle baie vitrée toute neuve de mon cabinet. Donc, il y a une mutation. Moi, je note quand même. Et d'ailleurs, c'est intéressant cette double casquette que j'ai pu avoir entre le monde du judiciaire et le monde du juridique. À l'époque où j'allais travailler en costume cravate, où on me donnait du maître tout le temps et où il y avait disons les choses telles qu'elles sont, une forme de déférence par rapport
au statut, et aujourd'hui, où il y a toujours le respect, mais il y a une tenue vestimentaire, un dress code qui est différent, il y a un rapport à l'avocat qui est différent. L'avocat devient de plus en plus, en tout cas dans le monde de l'entreprise, un partenaire de l'entreprise, et non plus le référent extérieur que l'on va voir ponctuellement. D'où l'intérêt de l'abonnement, mais on y reviendra. Et dans le monde du judiciaire, je pense que les choses évoluent peut-être plus doucement, ce qui n'est pas illogique, où l'avocat, on va le voir quand on a un problème, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il reste un référent extérieur ponctuel, qui est souvent perçu comme quelqu'un qui coûte cher. Alors, il y a tout un débat là-dessus, évidemment. C'est pas forcément vrai, on le sait. En tout cas, une chose est sûre, il y a une évolution portée par l'économique, portée par le B2B, qui fait que l'avocat se rapproche tout doucement de l'entreprise. D'ailleurs, finalement, le parallèle est très rigolo. Dans les années 90, le juriste sort de l'entreprise pour demander à devenir avocat. Tu as l'intégration des juristes d'entreprise dans la profession d'avocat. Je pense que ça fait beaucoup de bien à la profession. Et puis aujourd'hui, une fois devenu avocat, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a notre garde des Sceaux qui commence à essayer de pousser tout doucement vers l'avocat en entreprise. Donc, on a ce petit effet boomerang. Je suis venu prendre mon diplôme d'avocat, je suis venu prendre mon titre d'avocat, sans lequel peut-être je n'aurais pas la crédibilité nécessaire pour exercer mes missions de professionnel du droit, ce qui veut dire quand même que être avocat, c'est pas anodin. C'est aussi répondre à une déontologie et à des règles professionnelles qui sont importantes. Et avec ces règles-là, j'envisage maintenant de devenir avocat d'entreprise. Alors, ça va poser des problèmes, c'est un autre débat, mais quid notamment de l'indépendance de l'avocat en entreprise. Alors, moi, je ferme pas les portes, je dis simplement, c'est important d'être avocat quand on fait du droit, en tout cas quand on pratique au quotidien et qu'on accompagne les entreprises. Sinon, on n'aurait jamais essayé de venir fusionner le métier de conseil juridique et le métier d'avocat. Et c'est important d'être avocat parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on repart vers l'entreprise. Alors, il y a peut-être une situation médiane qui existe. Il y a certains avocats complètement fous qui ont créé des systèmes d'abonnement qui permettent, sans intégrer l'entreprise, de l'accompagner au quotidien. Et si on en parlait ? Exactement, exactement. C'est vrai que tu as évoqué le sujet justement de l'avocat en entreprise. C'est pour le coup un gros sujet. Et je pense qu'il y aurait pas mal de choses à dire sur ce point-là. Mais on va pas. Ça doit être un podcast entier, je pense. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui a fait que j'imagine que ta pratique a évolué depuis que tu as commencé à exercer, et je m'interrogeais sur le fait de savoir qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer ta pratique aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit la relation client, elle doit changer, elle doit évoluer. Comment je vais décider d'appréhender différemment ma relation avec mon client? Moi, ce qui m'a posé problème dès le départ, quand j'ai commencé à faire du juridique de manière plus intensive et à progressivement arrêter le judiciaire pour l'arrêter totalement, c'est la distance, c'est le fossé entre le client et l'avocat. C'est cette barrière que parfois on a tendance à peut-être un peu trop à entretenir. C'est de moins en moins vrai, mais ça reste encore vrai malgré tout. Et l'absence de relations proches entre le client et l'avocat est un frein à l'efficacité du travail. On a besoin de très bien connaître son client pour être efficace, pour répondre vraiment à ses besoins. On a besoin de savoir comment il travaille, sur quoi il travaille. Moi, ça m'arrive fréquemment, comme beaucoup de confrères maintenant, d'aller visiter les clients, de faire des rendez-vous sur place. Voilà, je prends l'exemple d'un client qui fabrique des tentes à placer sur les galeries de voitures. Et j'ai demandé à aller voir l'usine pour voir comment il fabriquait ça, et j'ai pu m'imprégner de l'ambiance, de la manière dont ils fabriquaient, c'est génial. Et puis, il y a ce côté découverte qui est fabuleux. Et puis, soyons francs, cette fierté d'accompagner une entreprise qui fait des produits magnifiques. Voilà, tu te dis, voilà, je suis l'avocat, je suis content, c'est moi qui les accompagne. Et je me rendais compte qu'il y avait ce besoin, puis à la fois, il y avait cette distance. Et puis un jour, c'est une anecdote, je participe à un Startup Weekend, le Startup Weekend de Montpellier, qui est un événement de création d'entreprise sur 48 heures pour porter un projet. On doit pitcher un projet devant un public à la fois de participants et de coachs et de financiers, etc. Et on a 48 heures, si on est sélectionné, pour constituer une équipe et essayer de porter le projet, de le présenter. Et donc, moi, j'étais coach juridique. C'était mon premier Startup Weekend. Et puis, je fais le tour des salles où étaient répartis les candidats, et on commence souvent à discuter, etc. Puis à un moment donné, à chaque fois, quand j'annonce que je suis avocat, boum, ça s'arrête, comme si j'avais dit un gros mot, comme si j'avais sorti. Et puis, la barrière. Et j'ai fini par poser des questions. Pendant les interludes, je disais, mais comment ça se fait que
barrière psychologique. Et en fait, beaucoup m'ont dit, oui, alors l'avocat, il est distant, il coûte cher. Et en fait, on entretient, c'est vrai que traditionnellement, on entretient un écosystème. On a beaucoup parlé, Tony, ensemble, hors podcast, de ma vision, moi, du cabinet d'avocats. On entretient un écosystème et une infrastructure qui est propice à exclure, ou alors en tout cas dissuader les gens de venir dans un cabinet d'avocat, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas naturellement dans un cabinet d'avocat pour voir, pour avoir une idée, pour discuter, comme on pourrait rentrer, je ne sais pas moi, dans un cabinet peut-être, pourquoi pas, différent d'architecte ou une banque, ou autre, une banque, une boutique. Bon. Et donc, les gens, finalement, n'ont pas ce recours traditionnel à l'avocat, ne voient pas encore, pas assez, l'avocat comme un partenaire d'entreprise, véritablement. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, quand on réfléchit 2 minutes à l'ADN de la profession, nous sommes légalement des auxiliaires de justice. Il est temps que l'on comprenne que nous sommes aussi des auxiliaires, voire pourquoi pas des partenaires d'entreprise. Et finalement, la profession d'avocat souffre encore beaucoup aujourd'hui de n'être vue que sous le prisme du judiciaire. Alors, c'est peut-être notre faute, peut-être qu'on ne communique pas assez. D'ailleurs, on ne communique pas du tout, soyons très clairs. C'est un problème énorme, la communication de la profession d'avocat. Si je te demande de m'en parler aujourd'hui, tu vas te mettre à pleurer. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien qui existe, il n'y a que des choses très, très, très ponctuelles. Il faudrait que, de manière constante et récurrente, on communique sur ce que c'est qu'un avocat. J'ai souvent pensé à des trucs complètement dingues, ça ne t'étonnera pas. Je me suis dit, par exemple, il faudrait créer une série à la Un gars, une fille avec des avocats. Histoire que, voilà. Ça aussi. Moi aussi. Voilà, on en reparlera. On va établir on va écrire les dialogues à deux, tiens. Et on écrira à Jean Dujardin après pour qu'il vienne jouer les premiers rôles. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour vulgariser l'avocat, le désacraliser un petit peu. Alors, pas trop non plus, parce qu'il faut faire attention à ce que l'avocat reste quand même quelqu'un d'important dans la relation client-avocat. Et dans le judiciaire, c'est important de garder la distance. Moi, quand je faisais du pénal, il est clair qu'à un moment donné, il y a des clients parfois qui veulent un peu prendre le dessus. Il y a une espèce de rapport de force qui peut s'instaurer entre l'avocat et le client. Il est très important que le client ne prenne pas le dessus. Mais dans le monde de l'entreprise, on n'est pas sur le même registre. On doit être sur le registre de la complicité, sur le registre de la bonne intelligence et de la compréhension mutuelle. Donc, il faut aussi qu'on réussisse à faire connaître l'avocat comme étant un partenaire d'entreprise, comme quelqu'un qui doit connaître ce que fait son client, le comprendre, parler le vocabulaire du client. Dans les domaines des nouvelles technologies, qui est le mien, très souvent, j'ai des clients qui me disent qu'est-ce que c'est reposant de ne pas avoir à tout expliquer. Ah oui, mais je triche pas, c'est parce que moi, j'aime ça. Je fais pas que du juridique, c'est-à-dire que quand je ferme le cabinet, jusqu'à tard le soir et jusqu'à me faire engueuler par ma femme parce que je passe trop de temps sur mon ordinateur, je vais voir toutes les innovations qui existent. Je viens au cabinet en Segway, j'ai l'air d'un extraterrestre en passant dans Montpellier avec mon petit Segway électrique. Voilà, je suis fan des technologies, je suis gourmand de technologie et du coup ça aide à comprendre plein de choses. J'ai participé le week-end dernier ou le week-end d'avant, je sais plus, au hackathon Acting Space Montpellier. J'étais comme un gamin à découvrir les projets des candidats, puisque avec des partenaires prestigieux comme Airbus, comme le CNES, le principe étant de laisser une technologie inventée par des grands groupes comme Airbus, donc, etc., et d'en faire des applications populaires, on va dire, ou au grand public. Bon, génial, c'est super, mais tu vas pas dans ce genre d'événement-là si la technologie te fait chier. Je peux livrer une autre anecdote. C'est aussi un problème lié aux spécialisations. J'ai un copain qui est avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies. Nouvelle appellation. À la base, il était spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Il sait à peine faire fonctionner son téléphone et ça l'emmerde. Voilà. Donc, clairement, il y a un problème d'accointance aussi entre la compétence et l'attirance qu'on a pour les matières. Effectivement. Mais c'est génial ce que tu dis parce que c'est complètement en lien, du coup. Enfin, en tout cas, je comprends mieux pourquoi tu as mis en place l'abonnement, quoi. Je veux dire, dans ton offre de service, toi, finalement, tu fonctionnes par abonnement. Et tu peux nous en dire plus, du coup, cette logique d'abonnement La logique d'abonnement, alors déjà, l'abonnement existait. C'est pas nouveau, l'abonnement. Moi, j'ai pas inventé l'eau chaude. Hein. L'abonnement existait. Simplement, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? J'ai osé prendre le risque de lancer un abonnement illimité. Alors, illimité, c'est la question qui revient souvent quand on me pose des questions sur l'abonnement illimité. Ton abonnement téléphonique, il est limité, mais tu as toujours une clause de fair use, histoire de limiter les dégâts. Bon, moi, honnêtement, depuis 2014, où j'ai lancé Get Avocat, j'ai jamais eu...
Ouais, depuis 2014. Depuis 2014, dans SmartGet Avocat, j'ai jamais eu à dire à un client vous abusez. Il y a des clients qui ont beaucoup utilisé l'abonnement, des clients qui ont moins utilisé, mais j'ai jamais eu à dire vous abusez. Donc le principe, un abonnement, une tarification mensuelle fixe, plusieurs offres, une offre annuelle. Donc là, en l'état aujourd'hui des choses, c'est 500 € hors taxe par mois, sur 12 mois, par prélèvement automatique. Et tout ça a de l'importance. Si on a le temps, j'en parlerai. Bien sûr. Ça, c'est l'offre, on va dire, PME, ou alors start-up qui a un petit financement, ou alors TPE, mais pareil, qui fait déjà du chiffre d'affaires. Première chose, c'est que l'illimité, dans les limites de la compétence qui sont les miennes, qui ne sont pas non plus illimitées, elles, mais à côté de ça aussi un réseau de compétences qui m'accompagne, avec qui je travaille, comme tous les avocats. J'ai un partenaire qui fait le droit des sociétés, vers qui je renvoie mes dossiers quand c'est la rédaction d'un pacte d'associés ou la création d'une société. J'ai une consoeur qui est basée aux États-Unis, qui peut accueillir les États-Unis, les startups quand elles envisagent de passer l'Atlantique pour démarrer une activité là-bas, au moins sur le démarrage d'activité. Un copain qui est expert comptable qui peut également accompagner les startups qui en ont besoin, notre assureur. Bref, on a tous ce réseau-là en tant qu'avocat. De l'illimité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences ta relation avec ton client déjà sur un point où tu bats en brèche la problématique traditionnelle des cabinets. Je sais combien je vais payer, moi, chef d'entreprise, pour l'année dans mon juridique. Je le sais. Voilà, je sais que je vais payer 6 000 € hors taxe à l'année pour du juridique dans mon domaine d'activité, après avoir bien parlé avec l'avocat pour savoir si ça correspondait à mes besoins. Et on ne rentrera plus jamais dans un débat financier pendant 12 mois. Ça veut dire que, tranquille, t'es peinard à ce niveau-là. Ensuite, le prélèvement automatique. Moi, il y a eu un avant, un après, très honnêtement. L'avant, c'était que des paiements par virement. Ça me prenait du temps parce que il fallait que je vérifie si des virements avaient été faits. Arrivé à l'été, même les clients les plus anciens, j'ai aucun problème d'impayé, je touche du bois, ça se passe bien, peut-être à une exception près. Les clients arrivant à l'été oubliaient parfois. Donc, ils me faisaient les 2 mois de virement arrivant en septembre. Il fallait corriger, etc. Bref, c'était compliqué. Puis, découverte du prélèvement automatique, mais là aussi, toujours en regardant ce qui se fait dans le domaine du non-juridique. Et dans le domaine du non-juridique, c'est comment je paye mon abonnement téléphonique, comment je paye Netflix, comment je paye mon abonnement à Canal+. Eh bien, par prélèvement automatique, tout simplement. C'est super simple. Donc, appliquons ces méthodes super simples. Ça n'enlèvera rien au fait que moi, je ferai du droit quand même, quand mes clients en auront besoin. Et donc, prélèvement automatique. Et alors là, pour les clients, pour les confrères qui font de l'abonnement, mais prélèvement automatique, arrêtez de vous casser la tête avec du virement, du chèque ou que sais-je encore. Moi, il y a eu un avant, un après. Ça m'a fait gagner un temps mais phénoménal. Et donc, la mise en place est excessivement simple. Moi, j'utilise le système GoCardless, qui est très pertinent, qui est très pratique à utiliser. Et donc, ça veut dire que tout ce temps que j'ai gagné, je le consacre à quoi? Eh bien, au cœur de métier, c'est-à-dire au droit et accompagner mes clients. Et comme je le dis souvent, c'est ce type d'abonnement-là, donc pour ne prendre que l'abonnement annuel, c'est un abonnement qui permet d'avoir une direction juridique externalisée sans avoir à se soucier d'en avoir une en interne. Je suis une entreprise qui commence à avoir des besoins juridiques, je n'ai pas les moyens ou pas l'envie de recruter un juriste, d'avoir une direction juridique, eh ben c'est pas grave. De la même manière que j'ai parfois un standard externalisé, je vais avoir un service juridique externalisé. Et donc après, comment ça fonctionne très simplement? Moi, ce que je propose souvent à mes clients, facilité par le fait que je travaille dans le domaine des technologies innovantes, c'est que je leur demande de me créer un channel légal sur leur Slack. Et puis, je rentre dans l'entreprise. Voilà. Et j'ai mes notifications toute la journée qui tombent sur mon poste de travail pendant que je rédige mes contrats, etc. Et la plupart du temps, c'est des petites questions. Quand c'est des questions plus importantes, on met en place des rendez-vous, des visios, etc. Mais la petite question qui t'embête quand tu es chef d'entreprise, est-ce que j'ai le droit de faire ça? La dernière fois, c'était est-ce que si je deviens centre de formation continue, est-ce que j'ai encore droit à l'aide de l'État pour la rémunération des contrats par alternance? Boum, la petite question. Allez, tu vas chercher dans le code du travail, tu regardes un petit peu les questions et tu réponds. Ça t'a pris quoi? 10 minutes, un quart d'heure pour vérifier? Et le client est satisfait parce qu'il a la réponse tout de suite. Et là, on touche du doigt un point qui est fondamental, c'est l'immédiateté de la réponse. Ça, c'est un point important. Donc, l'abonnement annuel, mais il y a aussi d'autres formules pour répondre un peu plus aux besoins. Il y a la formule de l'abonnement trimestriel. Là, on va accompagner un projet. Plein de choses. Tu vas avoir un avocat, tu as besoin d'un contrat. Tu vas payer ton contrat. Et quid? Combien de temps ça dure? Est-ce qu'il va me refacturer si je vais le revoir? Comment ça se passe nos échanges? Là, tu règles le problème. Tu dis, voilà, l'abonnement trimestriel. Voilà.
3 mois, accompagnement, le droit à la rédaction d'un contrat, et pendant 3 mois, c'est open bar comme sur l'abonnement annuel. Et il n'y a pas d'abus. D'expérience, je peux dire, il n'y a pas d'abus. Et enfin, dernière chose que j'ai lancée, je l'avais lancé il y a un certain temps déjà, mais ça, pareil, ça avait été un bid total, c'est l'abonnement collectif. C'est-à-dire, c'est le groupon du droit, où on se regroupe à plusieurs, alors c'est réservé aux startups, on se regroupe à plusieurs startups pour diviser le coût. Donc, c'est le principe de l'abonnement annuel, sauf que c'est 250 € hors taxe par startup et par mois, au lieu de 500 € hors taxe. Il faut être 3 startups minimum, mais on peut être plus. Et à partir de là, l'abonnement peut se mettre en place. Donc, j'en ai déjà souscrit quelques-uns. Et alors, c'est rigolo parce que j'avais mis ça en place il y a plusieurs années, bid total. Moi, je trouvais l'idée bonne, mais un peu comme la consultation juridique, bid total, ça marche. Mais justement, du coup, quand tu parles franchement, 2014, je trouve que déjà, c'est pour moi, t'es un pionnier, hein. Je me rappelle, moi, à l'époque où je faisais mes recherches, justement, sur les offres de services des avocats innovants, j'en voyais très peu déjà en 2013, et franchement, en 2014, je suis tombé sur toi, je me suis dit, c'est qui cet ovni qui propose des formules comme ça, en plus en illimité, donc vraiment bluffant. Mais l'évolution, elle a pu se faire comment? Parce que c'est vrai que quand je pense à illimité, tu comprends bien qu'aujourd'hui, les avocats qui vont t'écouter, en tout cas les professionnels du droit, parce que pour le coup, c'est même pas uniquement les avocats. Moi, je pense que les notaires, les huissiers, tous les professionnels du droit pourraient mettre en place ce modèle d'abonnement. Mais illimité, je pense que ça fait peur, effectivement, parce que dans la difficulté de pouvoir gérer finalement ce flux du coup, dont on a souvent l'idée de se dire, en fait, le client, il appelle tout le temps. En fait, finalement, il n'y a pas un seul moment où il appelle pas son avocat, donc c'est limite, à la limite, il y a cette peur d'harcèlement. Comment tu l'as géré au fil du temps? Parce que du coup, je pense que c'est un cap psychologique à dépasser. Comment tu as réussi du coup à dépasser cet état d'esprit-là et te dire en fait non, c'est pas du tout le cas. Et surtout, à partir de quel moment tu en as eu la preuve? Parce que finalement, toi, effectivement, avec ton ancienneté, tu peux dire matériellement que non, ça c'est une idée reçue, ça n'existe pas. Oui, c'est une idée reçue, c'est vrai. Voilà, les clients n'ont pas envie d'appeler tout le temps leur avocat. Non, c'est vrai que maintenant je peux commencer à me retourner, à regarder un peu le bilan. D'abord, la première chose, c'est que j'ai aucun client qui a souscrit l'abonnement sur mon site. Ça n'est jamais arrivé que quelqu'un souscrive un abonnement en ligne comme ça, de but en blanc. Il y a toujours l'appel téléphonique, il y a toujours la discussion, on veut savoir à qui on a affaire. Et c'est ce côté illimité dont tu dis qu'il intrigue certainement les professionnels, bien évidemment, intrigue aussi les clients. Donc, ils te posent la question et ils te disent, mais illimité, ça veut dire quoi? Et tu expliques. Donc, il y a toute l'explication qui porte autour de la convention d'honoraires qui est en place, enfin, des conditions générales d'abonnement et de la manière de pratiquer. Et par exemple, très souvent, dès le premier contact, je dis attention, je suis pas compétent en tout. Donc, ça veut dire que, par exemple, le droit des sociétés, moi, je sais pas faire. Si vous me demandez de créer votre société, si vous me demandez de faire un pacte d'associés, je ne saurais pas le faire. Donc, très concrètement, je vais devoir vous renvoyer vers un confrère, partenaire, pas associé, partenaire, qui va vous facturer. Mais évidemment, là aussi, on est en bonne intelligence et le confrère ne met pas des coups de bambou, sinon je ne travaille plus avec lui, c'est terminé. Donc, premier point, il y a déjà cette information, mais que l'on doit de manière professionnelle. C'est-à-dire qu'un client vient te voir pour te poser une question en droit fiscal, abonnement ou pas abonnement. Tu es, je sais pas moi, spécialiste en droit de la famille. Tu vas dire, désolé, je sais pas. Et comment tu vas réagir? Déjà, première chose, tu vas donner des petits bouts de réponse, parce que on est tous des généralistes à la base, et on a tous une compétence assez large pour répondre sur des petits points. Bon, ça va être pas grand-chose, mais en droit fiscal, le réflexe, ça va être de dire de toute façon, vous allez devoir payer. Donc, c'est le réflexe que même le citoyen de base peut avoir. Donc, tu vas commencer par donner peut-être une réponse, puis tu vas dire attention, maintenant, votre question, elle est complexe, je vais vous renvoyer, je vais vous donner les coordonnées d'un confrère qui est spécialiste en droit fiscal, si vous voulez. Et ça, on le fait tous. On n'arrête pas dans le métier, entre copains de promo, entre professionnels, de se mettre en relation avec des clients parce qu'on n'est pas compétent sur les matières. Simplement, il faut effectivement un bon degré d'information, mais les gens ne sont pas stupides, ils le comprennent tout à fait. Et à la limite, méfions-nous des gens qui se disent compétents en tout. Parce que si tu es compétent en tout, c'est qu'il y a un loup quelque part, bien évidemment. C'est sûr. Donc ça, c'est le premier point. L'illimité, la seule limite, moi c'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est ma compétence. Mais ma compétence est quand même très large, puisque souvent quand on vient vers moi, c'est que il y a aussi un écosystème GetAvocat qui fait que tu vas tomber sur le site parce que tu auras cherché des questions précises sur les marketplaces, sur le e-commerce, sur les licences logicielles, sur l'innovation, l'IoT, etc. Et donc, tu sais que tu as besoin de ça. Il y a ça dans un premier point. Ensuite, sur le recours à l'avocat.
Là aussi, j'ai pas mal maintenant de recul pour porter un regard là-dessus. Honnêtement, quand j'ai démarré, j'avais la trouille. Parce que c'était la question que je me posais. Je me disais, mince, qu'est-ce qui va se passer? Mais j'ai envie de dire que chacun réfléchisse à sa manière de fonctionner comme consommateur. Est-ce que, je sais pas, Tony, si toi tu es abonné, mais moi je suis abonné à Netflix, est-ce que pour autant, du matin 8h jusqu'au soir 21h, tu te tapes des séries et des films? Absolument pas. Quand est-ce que tu regardes des séries et des films? Quand tu as envie, quand tu en as le besoin ou le plaisir. Exactement. Quand est-ce que tu utilises ton téléphone portable? Est-ce que par principe, parce que tu as de l'illimité, du matin 8h au soir 21h, et même plus tard jusqu'à ce que tu te couches, tu utilises ton téléphone portable parce que c'est un forfait limité, il faut l'utiliser. Non, tu l'utilises quand tu en as besoin. Donc cette logique qui préside à l'utilisation d'un forfait limité ne renvoie pas à la notion de consommation comme un gougnafier, mais à la notion de confort et de tranquillité d'esprit. Si j'ai besoin, je pourrais avoir recours. Si je veux voir une série ou un film, je pourrais la regarder. Si j'ai besoin de passer un appel téléphonique qui dure 10 minutes ou qui dure 2 heures, je pourrais le faire. Voilà ce qu'apporte l'illimité. Et le constat pratique, c'est que c'est ça. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, qui plus que plein d'autres ont beaucoup de choses à perdre mais pas leur temps, n'appellent que quand ils ont besoin. Et c'est même parfois la responsabilité de l'avocat de les solliciter, de dire attention, ça fait un moment là que vous ne m'avez pas contacté, on avait parlé d'un projet, vous en êtes où? Il faut aller mettre son nez dans les affaires du client. Et là, effectivement, relation client qui se transforme, effectivement. Et oui, voilà. Donc, non, pour répondre à ça, sur l'illimité, pas de mauvaise surprise. Alors, un phénomène quand même que j'ai constaté, qui est assez récent, c'est le mois de mars, le premier confinement, où j'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. Soyons clairs. Parce que je pense aussi qu'il y a un mécanisme, mais alors c'est un mécanisme en toute sincérité que moi, auquel j'avais pas réfléchi, mais que j'ai découvert avec le confinement. L'idée m'est venue par rapport à ce qui s'est passé, et j'ai fait des recherches et je l'ai constaté. Il faut savoir que, par exemple, les salles de sport, quand elles mettent en place des abonnements illimités, tiennent compte dans leur modèle économique du déchet qu'il y a parmi les clients qui, au bout de 2 mois, ne viendront plus à la salle de sport et qui continueront quand même à payer leur abonnement. Exactement. Et je me suis rendu compte que dans ma clientèle, il y a quand même parfois des clients qui ont un abonnement pour se rassurer, mais qui ne l'utilisent que très peu. Oui. Ce qui fait que c'est un modèle économique. C'est important, là, ce que tu dis. Hein. C'est très important. C'est très important. Ce qui est vrai. Je traduis juste business pour ceux qui, effectivement, veulent se lancer. C'est de l'argent qui tombe, quoi. Et oui, bien sûr. Alors, c'est pas fait exprès, mais disons que c'est un constat. Et la logique économique de l'abonnement qui fonctionne dans d'autres domaines fonctionne également dans l'abonnement d'avocat. La logique est la même. Et donc, pendant les 2 mois de confinement, du vrai confinement, là, en revanche, le mécanisme, ce qui s'est passé, je l'ai analysé par la suite, c'est que le juridique, c'est toujours la 5e roue du carrosse. C'est ce qui fait chier les entrepreneurs. Ils n'ont pas forcément envie de mettre le nez dedans. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et quand ils ont été confinés, ils ont profité, comme toi, tu as rangé ton placard ou tu as été dans ta cave pour faire du ménage, ou tu t'es dit, tiens, je vais nettoyer la voiture parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Eux, ils se sont dit, tiens, je vais faire ce que j'aime pas, je vais faire du droit. Ah bah tiens, j'ai un abonnement illimité. Allô, Christophe? Et je n'ai jamais autant bossé de toute ma vie. J'ai pas arrêté pendant 2 mois de rédiger des contrats, de répondre aux appels, de faire des consultations. Ça a été un massacre intellectuel. Mais bon, au-delà de tout ça, 1, j'ai réussi à tenir la charge, donc ça m'a fait plaisir. 2, je crois que les clients ont été ravis parce que ils ont pu voir que c'était pas du flan et que quand ils avaient besoin, j'étais là. Après, honnêtement, la réflexion est simple. Si ça devait tout le temps être comme ça, je pense que je réfléchirais à 2 fois avant de continuer dans cette voie-là. Parce que c'était. Ou alors, il faut être plus gros. Il faut avoir une plus grosse structure, comme le font d'autres confrères qui ont adopté le modèle. Sinon, tout seul, c'était pas tenable. Ça, c'est sûr. Après, mais voilà. C'est vrai qu'on est dans une situation tellement exceptionnelle aujourd'hui. Le monde est en train de vivre en train de se transformer tout simplement. Et puis, avec la Covid, c'est vrai que c'est très exceptionnel. Donc, je pense pas que ce soit des moments, en tout cas, qui seront amenés à se répéter. Parce que là, on est en train de dépasser un cap, on est en train d'avancer vers un nouveau modèle. En tout cas, il y a une découverte d'une nouvelle façon de collaborer. Donc, je pense que voilà, c'est vrai que ce que tu as vécu en mars, je pense pas que ça va se répéter à nouveau. Mais un point important, tu vois, que tu as sorti en entrefilé, mais qui est important et une autre analyse justement de cette période du mois de mars-avril, si je dis pas de bêtises, confinement. Beaucoup de confrères sont dans des difficultés noires, notamment dans le judiciaire,
parce qu'il n'y a pas eu d'activité. Moi, le premier, je comprends très bien les choses, parce que j'ai fait du judiciaire et la course à l'échalote de l'honoraire, on sait tous ce que c'est. Les gens ne conçoivent pas qu'un libéral, s'il ne rentre pas d'argent, juste il meurt, quoi. De la même manière que les congés payés n'existent pas chez les libéraux. Enfin, voilà, on doit rentrer de l'argent. Et moi, je dis toujours à un jeune avocat qui rentre dans le métier, bienvenue à Stressland. Si je devais résumer notre métier en 2 mots, c'est, en tout cas quand tu es à ton compte, liberté, mais stress. Le stress, il est permanent, il est omniprésent. Et à ce niveau-là, l'abonnement constitue une révolution. Parce que moi, pendant mes 2 mois de confinement, j'ai pas eu à me poser la question de savoir si les honoraires allaient rentrer. Effectivement. Ils rentraient parce que mes systèmes de prêt... J'ai eu un client qui m'a demandé de différer le paiement d'1 mois. Et puis finalement, il ne l'a pas fait parce qu'il n'en a pas eu besoin. Il a eu un peu peur, c'est tout. Donc ça veut dire aussi que pour un client, l'échelonnement du paiement, comme nous, représente quelque chose de sécure. On va pouvoir passer le cap si jamais il y a une difficulté. Parce que dépenser 500 € par mois, c'est pas avoir à sortir d'un coup 5, 6 ou 7 000 euros. Soyons aussi honnêtes pour dire que la rédaction d'un contrat, surtout dans le domaine des nouvelles technologies, est quand même souvent onéreux. Et que là où un client devrait payer 3 000 € un contrat, il se rend compte que finalement, il paye 6 000 € l'abonnement à l'année. Donc, en fait, la difficulté, elle est surtout, et ça, moi, je sais pas très bien l'expliquer, c'est la perception économique globale. Il faut arrêter de raisonner. Bien sûr, en tarification horaire, on en parlera. Il faut raisonner de manière globale. Et se poser une question simple. Moi, c'est la question que je me suis posée quand j'ai lancé l'abonnement, c'est de combien tu voudrais avoir tous les mois pour vivre tranquille. Et puis après, tu arrêtes de raisonner en tarification horaire. Où, tu te dis, voilà, à partir de tel seuil de clientèle critique, je vis bien. Moi, j'ai ma liberté, j'ai mon temps de travail, j'ai le chiffre qui rentre. Et là, ça fait 3 ans maintenant. Ça a mis du temps avant de prendre aussi, faut être honnête. Moi, ça fait 3 ans que ça prend bien, que le chiffre d'affaires du cabinet ne cesse d'augmenter. Et maintenant, je me rends compte que ma visibilité est relativement bonne, que les clients viennent vraiment de plus en plus vers moi, notamment via le site web. Et peut-être que l'abonnement surprend un tout petit peu moins qu'avant, même si l'abonnement illimité continue à surprendre. En tout cas, les gens commencent à comprendre la chose. Bien sûr. Tu as parlé du taux horaire. Du coup, tu l'as vraiment... ça fait plus partie de ton organisation, quoi. Le taux horaire... C'est terminé, ouais. Vraiment, c'est vraiment une notion qui, pour moi, est totalement étrangère aujourd'hui. Alors, je comprends, dans les discussions que j'ai pu avoir à droite à gauche, dans le domaine du judiciaire, c'est compliqué. Je ne vois pas comment on pourrait faire pour mettre en place un abonnement. En tout cas, moi, je vois... De mon point de vue, je vois pas comment on peut faire. Mais dans le juridique, oui, le taux horaire... En fait, le taux horaire est un mensonge, il faut être très clair. Le taux horaire, c'est quoi? C'est un référentiel. Mais rares sont les confrères qui peuvent vraiment facturer du taux horaire. Moi, à mon petit niveau, 18 ans d'exercice professionnel, on va dire que j'ai vocation à facturer un taux horaire dans ma matière de 250 ou 300 € hors taxe de l'heure. Pour être large, on va dire entre 200 et 300 hors taxe de l'heure, si je devais faire un taux horaire. Si je m'amuse, un contrat complexe va me prendre peut-être 56 heures de rédaction continue. Si je m'amuse à facturer le conseil que je fais autour du contrat, enfin chaque heure que je travaille, le conseil autour du contrat, le contrat lui-même, grosso modo le service après-vente, je les tue les clients. Et j'ai pas de clients, soyons clairs, j'ai pas de clients capables de supporter une telle charge financière. Donc tu fais un coup peut-être une fois, tu dis là, tu fais un coup à 7-8 000 €, et puis après les mecs vont dire il est bien, il est sérieux, mais alors qu'est-ce qu'il est cher. Et tu travailles plus. Et après, soyons aussi, poussons l'honnêteté jusqu'au bout. Qui va aller voir Christophe Landa, avocat individuel, alors qu'il est prêt à dépenser, s'il est prêt à dépenser 5, 6 ou 7 ou 8 000 €, alors que tu as les Big Four qui sont à côté et qui donnent en plus l'image du gros cabinet dont tu vas pouvoir être fier. Tu sais, je suis un fan de voiture aussi. C'est un peu comme les mecs qui roulent on va prendre des marques, c'était des marques, tant pis si je me fais taper sur les doigts, les types qui roulent en Lexus et les types qui roulent en Mercedes, BMW, Audi. Quand tu as les moyens pour t'acheter un gros SUV de marque Mercedes, BMW, Audi, et que pour 15 000 ou 10 000 € de moins, tu peux te payer une Lexus avec un niveau d'équipement, une fiabilité équivalente sans aucune difficulté, pourquoi tu choisis la Mercedes, l'Audi ou la BM? Tout simplement parce que tu veux qu'on sache que tu peux te la payer. Et tu vas choisir la Lexus uniquement si tu t'intéresses aux prestations. Et à ce niveau-là, le parallèle est intéressant. Pour imaginer cette marque-là, c'est que Lexus cartonne aux États-Unis.
Bien sûr. Parce que les Américains ont une mentalité qui est proche du rapport qualité-prix et se foutent un peu plus de l'image qui est dégagée. C'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que le taux horaire, c'est un peu une hypocrisie parce que très concrètement, même ceux qui font du judiciaire, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un calcul estimatif du temps que ça va leur prendre, ils rapprochent ça au taux horaire, puis s'ils s'aperçoivent que c'est trop élevé, que le client ne pourra pas payer, ils font un forfait en ramenant la facture au taux horaire et en adaptant. Voilà. Et rares sont les confrères qui pratiquent un vrai taux horaire. Là, on parle de ceux qui fonctionnent avec les grands comptes. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur lejuristededemain.com. Tu en parles d'une simplicité, c'est bluffant, c'est rafraîchissant surtout. Mais du coup, pensons aux jeunes confrères ou aux professionnels du droit d'ailleurs qui aimeraient lancer leur abonnement aujourd'hui. Quel serait comment voilà, je suis avocat par exemple, je crée mon cabinet. Comment je pourrais mettre en place un abonnement aujourd'hui auprès de mes clients particuliers ou entreprises ? Disons en 5 étapes, parce que comme je te disais, hein, tu sais, le but du podcast, c'est vraiment de donner vraiment des tips qu'on pourra mettre en pratique juste après avoir écouté, par exemple. Donc en 5 étapes aujourd'hui. Alors, en 5 étapes, avant de dire ça, je voudrais te dire, livrer une expérience récente qui me rend un peu pessimiste sur le fait que ça puisse se développer. Il n'y a pas longtemps, avec 2 jeunes entrepreneurs, Rémi Bège et Nicolas Rousse, qui sont des jeunes entrepreneurs toulousains, on a eu l'occasion de discuter. Rémi m'avait contacté pour un logiciel qu'il voulait créer pour rédiger des contrats pour les avocats. Et je lui expliquais mes réserves sur la possibilité d'avoir une clientèle d'avocats quand on crée quelque chose d'innovant. Et malheureusement, l'étude qu'il a fait a conduit à abandonner le projet. Et je lui avais parlé à l'époque de Gary, que tu connais. Gary étant le gentil avocat réactif et innovant et qui est l'équivalent de GetAvocat, mais on va dire remasterisé en termes de code couleur, de charte graphique, etc. Oui. Et donc, quand je lui ai parlé de ce concept-là, il m'a dit c'est génial. Et j'avais l'idée de lancer une plateforme qui permette à n'importe quel avocat de pouvoir vendre, entre guillemets, de l'abonnement à sa clientèle. J'avais laissé tomber l'idée, c'est une vieille idée que j'avais depuis 2 ans. Je l'avais posée sur le papier, j'avais laissé tomber l'idée parce que, moi, mon avis, mon côté, on va dire, un peu pessimiste par rapport à ça, je me disais, les confrères, ça les intéressera pas. Et Rémi m'a poussé, il m'a dit, non, mais écoute, laisse-moi au moins faire l'étude de marché, etc. Et donc, avec Rémi et Nicolas se sont lancés dans une étude de marché sérieuse que moi, je n'étais pas capable de faire, je n'ai pas les compétences. D'accord. Et ils ont travaillé entre 6 et 8 mois sur le projet quand même, avec vraiment interrogeant plus de 800 avocats, en faisant une étude de marché sérieuse, etc. Bilan, on a laissé tomber. On a laissé tomber parce que les retours sont pas positifs et qu'on s'aperçoit que il y a un problème de compréhension, il y a un problème d'intérêt chez les confrères et je suis pas sûr que les confrères, à part peut-être ponctuellement, ne trouvent de l'intérêt à l'abonnement juridique, malgré, tu vois, un podcast comme aujourd'hui qui prend le temps d'expliquer les choses. Le retour a été assez décevant et finalement a rejoint mes premières craintes, celles qui consistaient à dire le public, la clientèle d'avocats est une clientèle excessivement compliquée. Et pour répondre à ta question, je vais quand même y répondre en imaginant qu'on vit dans un monde parfait où l'innovation figure au petit déjeuner de chaque avocat dans ce pays. Comment on ferait en 5 points? Alors, je ne sais pas s'il y en aura 5, mais grosso modo, premier point, bien évidemment, c'est enfoncer une porte ouverte, mais il faut être présent sur le web. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir la première chose qu'on se dit, c'est se poser la question du site web. Et le site web, là, c'est vraiment du basique de chez basique, mais comment je fais mon site web? Mon site web, est-ce que j'utilise un site web vitrine? Ça n'a aucun intérêt, pas la peine. Ou alors, est-ce que je fais un site web qui a vocation à avoir du trafic et qui va me servir en termes de référencement et me faire monter dans les pages de référencement pour être vu, pour être visible. Donc, il faut se poser la question de la visibilité. Donc, de l'outil qu'on va utiliser pour créer même le site web. Truc très simple, tu vois, fondamental. Quand j'ai créé mon tout premier site en 2007,
Enfin, tout premier site, il y en avait un autre avant, mais je vais le taire tellement j'en ai honte. Après tout, la honte ne tue pas, ça s'appelait. C'était terrible. Même, 2007, il n'y a pas de souci. Les copains qui le savent se foutent de ma gueule à chaque fois qu'ils ont la possibilité de le faire. Ça s'appelait, tiens-toi bien, ça s'appelait landavocat.com. C'était ridicule, donc c'était déjà de la consultation juridique. C'était un site que m'avait fait un copain développeur parce que je lui avais plaidé un prud'homme. Au miracle, j'avais gagné, parce que Dieu sait que je suis nul en droit du travail. Et donc, pour me remercier, il m'avait développé ce site. C'était une horreur absolue. Ça n'a pas fait long feu, mais ça m'a permis aussi de développer après avocatconsultation.com, qui a eu un succès de consultation, mais un bid économique, mais qui a eu au moins le succès de la consultation. Et, point important, pour développer ce site et pour développer ensuite Git Avocat, j'ai utilisé un CMS, donc pour ceux qui ne savent pas, un Content Management System, qui est un logiciel qui permet de créer un site web très facilement et quasiment tout seul. Oui. J'ai développé un Git Avocat sur la base d'un CMS qui s'appelle Kubi, K-I-U-B-I, qui est un CMS très connu, mais qui est un CMS qui est basé une entreprise qui est basée à Colmar, français donc, et qui est conçu techniquement pour favoriser le référencement naturel. Excellent. Et donc moi j'ai fait créer le site ensuite par une agence bordelaise, Naturalnet pour ne pas la citer, avec le fantastique Eric Emery, que je salue s'il m'écoute. Et donc Eric m'a développé le site, le premier, puis Git Avocat en deuxième. Et dans les semaines, même pas les mois, dans les semaines qui ont suivi la publication du site, j'ai été premier en termes de référencement naturel sur Google. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui quand tu tapes avocat et abonnement. Je ne me suis pas amusé à faire le test, mais je pense que c'est le cas. Pourquoi ? Pas parce que j'ai un talent particulier, certainement pas, mais parce que l'outil technique Kubi a permis ça. Et après, évidemment, il faut entretenir la chose par la rédaction d'un blog. Alors là, je parle que de solutions gratuites, basiques, que je conseille à tout jeune avocat qui veut se faire remarquer dans un domaine particulier qui lui tient à cœur. Donc, l'outil est très important. Le blog est très important, sachant qu'il faut toujours se tenir au courant de la manière dont est référencé un site. Et aujourd'hui, faire des articles de 3 pages n'a aucun sens. Il faut partir sur une qualité de contenu. D'ailleurs, l'algorithme de Google scanne les sites par rapport à ça de plus en plus, aidé aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Grosso modo, la qualité du contenu, la qualité de l'information qui est délivrée, la longueur. On ne lit pas beaucoup sur le web, donc peut-être privilégier, comme tu le fais toi, ton podcast, une petite vidéo. J'ai pas le nom, mais je sais qu'il y a un confrère, je crois qu'il a quitté le métier maintenant, qui fait une chaîne sur le juridique. Je me rappelle plus le nom, mais c'est vraiment sympa ce qu'il fait. Et il a testé des logiciels juridiques. Et il a trouvé vraiment un créneau qui n'existait pas et où il vulgarise beaucoup le juridique, il rend ça accessible, il rend ça simple. J'aime beaucoup le concept. Voilà, typiquement, lui, il a tout compris, même si, je crois qu'il a quitté le métier parce que sans doute, il préfère faire ça. Mais en tout cas, quand il était avocat, il le faisait déjà. Et voilà, tout est là. Comment réussir son école d'avocat ? Qu'est-ce que je pense du logiciel de gestion de cabinet, machin chose ? Pourquoi il ne faut pas dire qu'une personne est coupable avant d'avoir été jugée ? Enfin bref, on peut le faire dans plein de domaines. Donc, le format est important parce qu'aujourd'hui, les gens ne lisent plus. Ils ont du temps à te consacrer de manière très, très courte. Donc, si tu n'es pas pertinent sur la communication, le message que tu veux délivrer, tu ne vas pas y arriver. Donc, l'outil, la rédaction d'un blog. Le site internet et effectivement tous les éléments de contenu qui vont avec. Ouais, c'est un premier point. Premier point. Avant tout ça, ta niche. Dans quoi tu veux exercer ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Dans quoi tu te sens, moi j'ai envie de dire, le plus à l'aise ? Je parle toujours de ma zone de confort. Moi. Quelle est ta zone de confort dans le domaine du droit ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Et puis si tu aimes faire quelque chose, moi je me rappelle avoir vu par exemple un projet passé d'un start-upper, c'était ça faisait appel au droit équin, donc les chevaux. Et j'étais bien en peine de lui donner le nom d'un confrère qui faisait du droit équin. Je connaissais pas. Et voilà, typiquement, le mec, il adore les chevaux, c'est son dada. Pardon, je n'ai pas fait exprès. Il aime bien travailler là-dedans. Il va aux courses, il va voir les éleveurs, il va voir les entraîneurs, voir les jockeys, etc. Ou des sportifs. Voilà, il va faire un blog là-dedans. Et puis, moi, j'ai envie de dire, déborde. Ne te contente pas du droit. Tu as une passion, tu viens de faire un cross avec ton cheval. Mets-toi une webcam sur ton casque, montre ce que c'est que de faire du cross. Voilà. Je te prends un exemple, tu vois, Tony, très simple. Me baladant à la Sorams, qui est une grande librairie qu'on a dans le sud, acheté à la Sorams, n'achetez pas chez Amazon, j'ai vu un livre, je crois que j'avais fait un tweet là-dessus, Le droit dans Harry Potter. Génial.
Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le droit, il est partout. Et donc, il y a manière à le faire aimer et à intéresser les gens de plein de manières différentes. Exactement. Donc, je reviens au cheval. Le cheval, c'est ta passion. Eh bien, pense à déborder. Ne fais pas que du droit. Intéresse-toi aux gens qui aiment les chevaux. Pourquoi j'aime un cheval? Quel est le profil type du mec qui aime le cheval? Il n'y a pas longtemps, il y a un entrepreneur qui est venu vers moi, un truc de dingue. Il m'a dit, voilà, on a développé, alors je vais donner le moins de détails possible pour éviter l'identification, mais c'est juste le principe qui est génial. Il dit, voilà, on a inventé un logiciel, on n'arrivait pas à toucher notre public. On faisait de la pub, on faisait du ad sur Google, etc. On n'y arrivait pas. Et on a fini par pondre une étude de marché un peu décalée qui est allée au-delà de l'usage du logiciel pour définir la personnalité de notre public cible. Eh bien, il s'est avéré que le public cible avait un âge et un profil qui fait que tu es dans la force de l'âge sexuel et que tu as tendance de temps en temps à consulter des sites coquins. Alors, des sites coquins normaux, il n'y a pas des traqués, mais des sites coquins. Oui. Eh bien, tiens-toi bien, Tony. Ils ont lancé, pour un logiciel qui n'avait rien à voir avec les sites coquins, ils ont lancé une campagne de pub ciblée sur 2-3 sites les plus connus. Ils ont vu leur chiffre d'affaires exploser. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il faut avoir une vision à 360. C'est vrai. Quand on s'intéresse à un public qui a vocation à faire tourner ton cabinet avec lequel tu as vocation à travailler, à qui je m'adresse? Qui sont ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils aiment? C'est pas pour rien que dans les magazines automobiles, il y a des publicités sur les montres, des publicités sur les clubs de golf, parce que souvent les mecs qui aiment les montres, aiment les voitures, aiment jouer au golf. Voilà. Donc il faut vraiment s'intéresser de manière large à qui je m'adresse. Ça, c'est très important. Très important. Ok. Quelle serait du coup la troisième étape là? Ce serait un modèle dans lequel là, pour le coup, je vais être un peu en peine pour aider, mais en tout cas, je sais que c'est important, c'est le modèle économique. Oui. Quel est ton modèle économique? Comment tu fais de l'argent, entre guillemets? Comment tu arrives à monétiser ta compétence? Alors, ça peut être, je sais pas, moi, sur de la consultation pure. Ça peut être sur le fait de te rendre sur place pour, par exemple, des expertises. Tu vas avoir une valeur ajoutée sur les expertises parce que tu vas avoir une manière différente de les aborder. Ça peut être sur ta manière d'aborder une problématique bien particulière. Mais comment tu monétises ton activité? Comment tu la monétises? Est-ce que tu es sur la consultation? Est-ce que tu es sur de l'abonnement? Voilà. Comment tu monétises? Et c'est important de savoir aussi combien tu monétises, combien tu vas la vendre, ton activité. Et d'identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Encore une fois, moi je reprends l'exemple de la consultation juridique en ligne. On sait qu'aujourd'hui ça marche bien et que tu en as à tous les niveaux. Mais moi, c'était une catastrophe, quoi. Quand j'ai lancé ça en 2007, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que personne s'y intéresse, quoi. Tout simplement. Je reprends l'exemple de l'abonnement, il ne faut pas hésiter aussi à lancer des nouveautés. L'abonnement collectif dont je parlais tout à l'heure, l'abonnement partagé, je l'ai lancé, ça a été un bide. Personne n'a souscrit pendant plus d'1 an. Je me suis dit, mauvaise idée. Le jour où je retire l'offre de mon site web, je suis contacté par un accélérateur de start-up qui me dit, voilà, on voudrait travailler avec toi. Ok, je vais les voir, on discute, et je leur présente mes offres, et puis ils s'étonnent que je ne leur présente pas l'offre mutualisée. Sinon, je venais de la retirer. Et ils me disent, ouais, mais tu avais une offre, c'était plusieurs. Ah, je dis, ah ouais, ça c'est l'offre mutualisée. Je dis, et ça s'est joué à une semaine ou deux. Hein. Ah oui, ça, je l'ai arrêté, ça ne marchait pas, personne ne souscrivait. Je dis, mais si ça vous intéresse, on le fait à la carte. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai signé un abonnement avec cet accélérateur pour 9 startups d'un coup. Et donc, j'ai accompagné 9 startups en même temps dans le cadre de cet abonnement mutualisé. Ça a marché du feu de Dieu. Et du coup, j'ai revu les modalités d'abonnement collectif et je l'ai relancé. Alors, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui ça cartonne, mais ça marche. J'ai des abonnés en abonnement collectif. J'ai 2 groupes de 3 pour être tout à fait transparent. 2 groupes de 3 startups qui sont en abonnement collectif. Ça se passe bien. C'est pas facile parce que dans un des groupes, il y en a une qui a fait faillite, par exemple. Normalement, l'abonnement prévoit que l'abonnement s'arrête si on ne trouve pas un remplaçant. Et en même temps, je ne me suis pas sorti de laisser tomber les clients avec qui j'avais noué des liens, quoi. Donc, je me suis adapté, je continue à travailler malgré tout. Donc, voilà, tout ça doit être amélioré, doit être peaufiné. Mais voilà, il faut oser innover, oser proposer des choses nouvelles. Et je pense que pour un jeune avocat, c'est aussi quelque chose d'important. D'accord, ok. Donc, 3e étape. 4e étape, j'ai fait ce travail de ciblage. J'ai mon site internet. J'ai fait ce travail de ciblage, donc je connais bien ma cible. J'ai étudié mon modèle économique.
et maintenant, Ouais. je dois mettre en place cette formule d'abonnement. Comment je la pense? Ouais. Déjà, la formule d'abonnement, ça va être la tarification. Dans ton domaine à toi, là où tu veux lancer ton abonnement, quel est le prix référence, celui qui est pertinent. Là, j'ai galéré. Moi, honnêtement, là-dessus, ça a été dur. Hein. Bah parce que j'allais dire comment tu le trouves. Bah non. Au doigt mouillé, hein. Faut être très franc, au doigt mouillé, hein, parce que. Mais là, on touche de près un vrai problème, c'est l'incompétence totale des avocats en matière commerciale. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait d'école de commerce. C'est, à mon avis, une carence monumentale. Hein. Et je pense que demain, l'avocat compétent, c'est l'avocat qui, en tout cas, pour celui qui se destine au juridique, aura au moins un bagage dans le domaine de la formation commerciale. Moi, je suis ultra handicapé par le fait de ne pas savoir comment communiquer, comment faire connaître mes offres, comment aller choper du prospect, du client. Je ne sais pas faire. Et j'aime pas ça en plus. Oui. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, ouais, la tarification me paraît essentielle parce que ça va être le pivot. Et puis, c'est le nerf de la guerre. C'est combien j'accepte de payer pour un abonnement d'avocat. Qu'est-ce qui paraît pertinent? Moi, je fonctionne sur la base des 500 € hors taxe par mois parce que c'est le point d'équilibre qui montre que le cabinet commence à progresser depuis plusieurs années. J'étais à 300 il y a quelques années, au début, 300 € hors taxe. Le seuil de rentabilité. Ouais. Et voilà, le seuil de rentabilité. C'est ça, c'est important. Hein. Ouais. Mais le seuil de rentabilité, c'est fondamental. Moi, j'avais commencé à 300 € hors taxe par mois et ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché, si, ça a marché, mais disons que c'était pas rentable, pas assez rentable. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que mon plus vieux client, mon tout premier abonné, le premier, qui était une toute petite start-up quand ils se sont abonnés en 2014, a commencé à 300 € hors taxe. Et puis, j'avais arrêté l'abonnement à 300, j'étais passé à 500 € hors taxe par mois. Et je me sentais un peu le cul merdeux parce que je me disais, bon, il faut bien que je leur dise quand même. Donc, j'ai fini par leur dire. Je leur ai dit, bon, ben voilà, je suis passé à 500. Est-ce que ça vous embêterait? Et pas du tout. Ils sont passés à 500 € hors taxe. Ça fait 6 ans qu'ils sont abonnés. Ils viennent encore de renouveler. Et c'est rentré dans les mœurs, mais à fond, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui. Et donc, je pense que le tarif est bon. Maintenant, encore une fois, moi, j'accepte de me mettre autour d'une table avec un mec qui va me dire, Christophe, t'es à la rue, c'est n'importe quoi. Tu pourrais demander 600, 700, 800, j'en sais rien. Et moi, je suis un handicapé en la matière par rapport à ces compétences-là que je n'ai pas. Je ne sais pas faire. Et j'ose le dire très sincèrement parce que ça fait partie des difficultés en tant qu'avocat auxquelles on est confronté. On est chef d'entreprise sans avoir les compétences d'un chef d'entreprise. Nous, on est des juristes. Oui. Et on doit je suis quelqu'un de curieux, parfois un peu culotté, mais je sais aussi que si j'avais une vraie compétence, une vraie formation technico-commercial, il est clair que le cabinet aurait explosé depuis longtemps. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve des confrères qui ont un peu pompé le modèle et qui semblent avoir les compétences que moi j'ai pas sur tous ces domaines-là et qui ont un modèle qui explose et enfin, en tout cas de l'extérieur, ça a l'air de très très bien marcher. Preuve que le concept est bon et puis preuve aussi qu'avec les bonnes compétences, tu peux en faire une entreprise prospère, hein, je pense. Bien sûr. Après, c'est vrai que toi, te connaissant, je sais que tu n'as pas jamais eu l'envie particulière de devenir gros. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet parce que c'est vrai que lancer son abonnement et du coup s'organiser en fonction de cela et se dire bon, quelle taille je veux atteindre, c'est un enjeu. Est-ce que je veux créer mon cabinet pour avoir juste pour atteindre les 100 clients, pour avoir les 100 collaborateurs, ou est-ce que je veux juste vivre bien, comme tu l'évoquais au début? Est-ce que je veux avoir suffisamment de revenus qui me mettent en situation de confort personnel? C'est exactement ça. C'est une vraie question. Moi, ça me fait peur. Je le concède bien volontiers. J'ai bien conscience d'avoir un très bon produit entre les mains. Bien conscience qu'il ne grandit pas au rythme auquel il devrait grandir, je le sais parfaitement, mais j'ai aussi une qualité de vie maintenant qui est quand même assez significative. Et est-ce que j'ai envie de plus? Est-ce que j'ai envie de grossir? Et puis grossir, ça veut dire fatalement ne pas être tout seul, s'associer avec des personnes. Donc les bonnes personnes, c'est compliqué. Enfin, on change de registre. Donc je dis pas que ça n'arrivera pas. Hein. Les propositions que j'ai eues jusqu'à présent, il y en a eu, même de gens pour qui j'ai de l'admiration, mais j'ai toujours dit non parce que, faut être honnête, j'avais la trouille. J'avais la trouille de passer un cap et de quitter cette fameuse zone de confort qui fait qu'aujourd'hui, je peux encore progresser, j'ai encore de la place pour d'autres clients. Je pense à peu près savoir à partir de quel niveau je pourrais plus suivre en termes de temps.
On en est loin, donc on verra avec le temps. Peut-être qu'un jour, il y a des investisseurs qui viendront toquer à la porte en me disant, voilà, on voudrait racheter Get Avocat. Est-ce que ça vous dirait de prendre une retraite anticipée? Je dirais, oui, très bien. Je vais aller voir mon pote Tony à Paris, que je ne connais pas, à part par visio, et puis je vais lui payer enfin un bon resto. Oui, qui sait. C'est clair. Ok, donc du coup, voilà. Donc en gros, ce serait en 4 étapes, quoi. Donc c'est vrai que ça fait sens. Ça fait sens, effectivement. Et après, il y a peut-être une 5e étape, tu vois, c'est l'agilité. C'est-à-dire que ça, c'est fondamental. Savoir s'adapter. C'est fondamental, j'ai envie de dire que rien n'est possible s'il n'y a pas ça. Et tu vois, à mon avis, ça contribue à l'échec du projet Gary comme plateforme d'abonnement pour les avocats. C'est-à-dire plateforme qui permettrait à n'importe quel avocat de pratiquer l'abonnement illimité, que je l'avais envisagé. Parce que moi, mon problème par rapport à ça, c'est que je pense que il faut se référer à l'ADN de celui qui devient avocat. Il y a un profil, comme il y a un profil d'étudiant qui devient journaliste, un profil d'étudiant qui devient médecin, un profil d'étudiant ou un profil de personne, on va dire plus largement, qui devient naturaliste, etc. Il y a une aspiration à la base. Et ceux qui font du droit ne sont pas à la base des gens qui aiment l'innovation ou qui sont, on ne peut pas dire qu'ils aiment l'innovation, mais qui sont interpellés par l'innovation, la technique, la technologie. Non, ils ont un rapport à parfois la justice, parfois la règle de droit, parfois la mathématique de l'esprit en matière juridique. Mais c'est pas comme des élèves ingénieurs, j'ai envie de dire. Voilà, ils vont pas faire du droit pour créer des logiciels. Oui. Donc, on est sur un profil rare, le confrère qui s'intéresse à l'innovation, à la technologie. Ça peut être par accident, il peut y venir par curiosité, ça peut être par erreur. Moi, je considère être une erreur, à mon avis, j'aurais pas dû faire droit. Je pense que j'étais pas fait pour ces études-là. Je pense que j'étais fait pour d'autres études dans l'automobile, dans la technologie. Simplement, avec mon 2/20 en maths au bac, on m'a très vite dissuadé de me diriger vers des carrières scientifiques, m'expliquant que si je faisais pilote de ligne, je risquais de tuer beaucoup de monde. Et si j'étais ingénieur, je risquais de provoquer des accidents nucléaires. Bon, bref, j'ai bien compris que la technique n'était pas faite pour moi. Donc, je suis un curieux, mais un curieux incompétent. Donc, c'est un peu le problème. Donc, cette incompétence, je l'ai mise au service de ma curiosité. Mais j'ai toujours eu cette appétence pour les technologies, pour l'innovation. C'est ce que je disais dans un article que j'ai fait récemment sur mon blog. J'arrive pas à comprendre que les gens s'habituent aussi vite aux innovations technologiques. Le smartphone, qui est un mini ordinateur portable avec toi dans ta poche, continue à me fasciner. C'est un truc de dingue. Quand tu vois comment ça... il faut savoir que, par exemple, la technologie dans une calculatrice, je ne parle pas d'un smartphone, la technologie dans une calculatrice de calcul de collégiens est plus évoluée que la technologie qui équipait l'ordinateur de bord du LEM qui a atterri sur la Lune en 1969. Ouais. C'est quand même un truc de barge. Et cette nuit, une fusée chinoise a décollé pour faire atterrir sur la Lune un module qui va ramener des échantillons de pierres lunaires. Qui s'y intéresse? Personne. Tout le monde s'en fout. On fait 300... Tu sais, c'est encore un truc... Si je te... Par exemple, admettons, je te pose la question, Tony. Qui est Harrison Schmitt? Est-ce que tu sais qui est Harrison Schmitt? Absolument tu sais pas? Non. Bon, maintenant, je te pose une autre question. Qui est Neil Armstrong? Ah oui, c'est celui qui a marché sur la Lune. Eh ben, tu vois, Neil Armstrong a marché le premier sur la Lune. Harrison Schmitt a été le dernier astronaute à marcher sur la Lune. Incroyable. Voilà. Eh ben, tu vois, on ne retient que le nom des premiers. C'est ça le problème. Oui. Et on se lasse. Et ce qui s'est passé sur la conquête de la Lune, c'est qu'on s'est lassé. Et si tu n'as pas le soutien populaire pour l'innovation, pour la technologie, il faut une appétence, il faut une curiosité, il faut une envie de découvrir. Et c'est vrai pour les programmes spatiaux, pour les programmes nationaux, mais ça doit être vrai de manière individuelle. Si tu n'es pas curieux, si tu n'as pas envie de découvrir, si tu n'as pas envie d'innover, si tu n'as pas envie de créer, eh bien, tu vas devenir l'Harrison Schmitt de la profession juridique. C'est ça. Et tu pourras avoir toutes les idées que tu veux, mais ça ne portera pas ses fruits. Donc, n'allez pas dans le domaine de l'innovation si vous êtes juriste, avocat ou que sais-je encore, si ça vous ennuie, si vous n'aimez pas ça. Si vous êtes curieux, si vous aimez bien aller creuser derrière, même sans être compétent, mais si vous avez cette curiosité, cette fibre
de la curiosité, ouais, allez-y, lancez votre truc. Et puis cassez-vous la gueule, c'est pas grave. De toute façon, il faut se planter pour réussir. Hein. C'est ça, c'est clair et net. C'est ça. Donc, on peut faire des choses, mais il y a encore plein de domaines dans le domaine du juridique. Peut-être on parlera des perspectives, mais il y a plein de choses à faire encore. Et on est dans un domaine où je pense que quand on a une idée originale, on peut vite se faire remarquer parce que les idées originales, chez nous, il n'y en a pas beaucoup. C'est clair. À bon entendeur, hein, c'est vrai que c'est très important ce que tu dis. On arrive vers la fin de l'émission, là, quand même. Et du coup, c'est vrai qu'il y a l'idée des prospectives, parce que j'imagine que toi, tu en fais régulièrement de la prospective sur l'évolution du métier, sur comment va devenir du coup la pratique. Est-ce qu'elle va évoluer? Est-ce qu'elle va stagner? Mais au-delà de ça, au-delà même du métier, je pensais aussi à l'accès au droit. Comment aujourd'hui on va arriver à encore plus démocratiser le droit, faire en sorte que ça rentre dans la vie, parce que le droit, comme tu disais tout à l'heure, c'est dans la vie de chacun. Hein. Tout le monde aujourd'hui a le droit autour de lui. Et comment aujourd'hui on peut faire en sorte que justement l'avocat, je vais pas dire ait conscience de cela parce que je pense qu'il en a déjà conscience, mais en tout cas, comment réduire ce gap-là qui existe entre les gens, le client lambda et l'avocat. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu penses, aujourd'hui, selon toi, aujourd'hui? Alors, c'est vrai que c'est difficile d'être sûr et certain. Il y a quand même des choses qui laissent à penser qu'il y a des évolutions qui vont se produire. Même dans le domaine judiciaire, tu vois, aujourd'hui, ce qu'on constate, ce que constatent tous les confrères, c'est le fossé monstrueux qui se creuse entre les avocats et les magistrats. Moi, j'ai que à peu près 20 ans de barre, mais je vois l'évolution très négative en la matière, la défiance qui s'instaure entre magistrats et avocats. Et je pense, et aussi la problématique que la magistrature rencontre, qui est une problématique qui est parfois un peu similaire à celle des avocats, où l'innovation n'a pas sa place, très clairement, où on a un législateur qui ne sait créer que de la complexité, et les dernières réformes le prouvent encore et ne contribuent qu'à éloigner l'avocat des tribunaux. Moi, parfois, j'ai envie de dire aux confrères qui font du judiciaire, on veut nous éloigner des tribunaux, dont acte. Je crains, malheureusement, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'en féliciter, le développement d'une justice privée de manière très importante via la transaction et, entre guillemets, l'arbitrage, qui est une version, on va dire, peut-être un peu luxueuse de la transaction. Mais j'ai réfléchi, j'ai eu l'idée, j'ai posé tout ça sur le papier. J'en discute à droite à gauche. Je sais que ça existe déjà, mais je pense que c'est pas fait correctement. En tout cas, pas correctement. Je veux pas être insultant. C'est pas on n'arrive pas à trouver le lien entre ceux qui ont le besoin et ceux qui le proposent. Le développement d'une plateforme qui permettrait, notamment dans un premier temps aux entrepreneurs, de régler leurs litiges en ligne. Tout ça assis sur une technologie qui, pour moi, Tu penses que par exemple ce serait pas l'avenir, quoi, typiquement, parce que ça fait écho à ce que pense Susskind, qui effectivement a écrit tout un bouquin sur justement la résolution des litiges en ligne, tout ça, et du coup lui il pense que demain on sera amené vraiment à avoir cette pratique-là au des gens. Je me demande si les tribunaux virtuels, d'aller vers l'arbitrage, la médiation. Toi tu y crois pas trop. Si, au contraire, je pense que c'est pas fait comme il faut aujourd'hui, que les premiers lancements, ceux qui ont eu l'intelligence et l'idée de lancer les premières plateformes n'ont pas encore mis dans le mille. Un peu, tu sais, ce que je te disais, moi, avec avocatconsultation.com, où l'idée aujourd'hui est répandue, mais les premiers souvent se plantent, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé le bon moyen, mais je pense que si, au contraire, à mon avis, on va aller vers un développement d'une justice privée qui sera basée sur la résolution des litiges en ligne via des plateformes sur lesquelles les gens auront suffisamment confiance pour aller. Et tu sais, aujourd'hui, ce qui se passe très concrètement, c'est quand un client vient te voir pour te dire qu'il a un litige qui est inférieur, disons, à 5 000 euros, c'est pas forcément pertinent de faire un procès pour moins de 5 000 euros, quoi. Parce qu'entre les frais d'avocat, si tu n'as pas l'aide juridictionnelle, si les frais de recouvrement, etc., le temps que va prendre le procès, on est dans une situation, les gens ne se rendent pas bien compte, mais entre la grève des avocats et le confinement, et cette mauvaise ambiance, cette mauvaise relation qu'il y a entre avocats et magistrats aujourd'hui, ça devient une gymnastique incroyable que de mener une procédure judiciaire. C'est du délire. Et quant au temps que ça prend et à la complexité que ça représente, c'est dingue. Aujourd'hui, comme c'est compliqué, moi, ça fait à peu près 10 ans que je ne fais plus de judiciaire, je ne saurais plus entamer une procédure judiciaire, je ne saurais plus le faire. Ça me prendrait un temps fou.
parce que les assignations ont changé, qu'aujourd'hui il n'y a plus que les assignations, etc. C'est incroyable de voir à quel point l'État complexifie tout. Moi, je pense à dessein pour éloigner de plus en plus et dissuader de plus en plus les gens de faire des procédures. Et d'ailleurs, le développement de la médiation, de l'arbitrage, toutes ces choses sont des modes alternatifs de résolution des litiges. Et je pense que le privé a vocation à s'emparer de ça et à proposer aux gens la mise en place de solutions dématérialisées pour régler les litiges. Je suis sûr que bien fait, ça peut marcher. Et je pense qu'il y a une technologie qui a été un peu la technologie à la mode que tout le monde a évoquée sans même savoir sur quoi ça portait, mais qui fait démonstration de son efficacité dans certains domaines aujourd'hui, c'est la technologie blockchain, qui peut permettre d'introduire la notion de résolution des litiges de petite ou moyenne importance, d'abord peut-être chez les professionnels, entre les professionnels, et peut-être demain chez certains particuliers, pour répondre à ça. Je pense qu'il y a moyen. En plus, aujourd'hui, il y a eu un rapport qui a été rendu par Perben sur ce que doit être la profession d'avocat demain. On parle de la force exécutoire de l'acte d'avocat. Si jamais ça devait passer, il est clair que là, on aurait la porte ouverte vers l'utilisation de plateformes de résolution des litiges, je pense, assez important. Ça, c'est un point qui me paraît être essentiel pour l'avenir. Je pense, sur le domaine, pour ne pas parler que du juridique et du judiciaire, moi, je pense qu'on s'achemine tout doucement. Je ne vois pas comment, à terme, on y échappera à l'entrée des chaînes de télévision de manière permanente dans les salles d'audience. Est-ce que ce sera un bien? Est-ce que ce sera un mal? En tout cas, je pense que on a un problème aujourd'hui de publicité, on a un problème de respect du secret professionnel, du respect de l'instruction. Je crois qu'il faut s'interroger sérieusement là-dessus. Je crois qu'on a un vrai problème aussi de délimitation des pouvoirs de chacun, et il se passe des choses aujourd'hui entre juridique et politique, ou judiciaire et politique, qui moi m'inquiètent. Je trouve que le monde judiciaire empiète peut-être un peu trop sur le monde politique, pas toujours de manière désintéressée, ça m'inquiète. Et peut-être qu'il y a des réponses à apporter à tout ça. Donc, pour le domaine judiciaire, à mon avis, il y aura ce domaine-là. Sans doute aussi la création de passerelles entre la profession d'avocat et la profession de magistrat, qui sont des passerelles qui existent aujourd'hui, mais qui sont bien complexes. Et c'est un enfer pour un avocat de devenir magistrat. L'inverse, c'est une formalité, pas normal. Je pense que c'est la vocation à évoluer. Et puis, pour revenir dans le domaine du juridique, peut-être que des idées simples pourront être mises en place par la profession. Moi, j'ai milité depuis 2011 pour la création de labels Conseil national des barreaux qui pourraient être octroyés à des legal tech ou à des legal startups. Ça consisterait très simplement à labelliser des startups avec le label Conseil national des barreaux pour donner un gage de sérieux sur des entités qui disent vouloir produire du droit, mais qui parfois s'affranchissent des règles élémentaires de la déontologie ou du sérieux qui doit aller avec le maniement du juridique. Il me semble que Christiane Ferral-Schul avait évoqué l'idée il y a quelques années, mais j'étais heureux d'en entendre parler, mais je ne sais pas ce que c'est devenu depuis. Je pense que c'est des choses qui auraient vocation à permettre d'accompagner le développement des legal tech. Bon, évidemment, on pourrait parler d'intelligence artificielle, de deep learning, etc. Au niveau du juridique, il y a énormément de points qui vont se développer. Les confrères qui font du judiciaire, je pense, demain devront avoir des formations pour apprendre à utiliser les outils en matière de jurisprudence, en matière de prédiction de l'intelligence des procès, savoir utiliser un outil qui permette de déterminer statistiquement les chances de réussite d'une procédure. C'est des choses qui existent déjà, mais qui en sont à leur balbutiement. Et ça, je crois vraiment informer le client au mieux. Voilà, très objectivement, de la même manière que tu as des statistiques, c'est terrible à dire, sur certaines maladies, eh bien, tu vas pouvoir être en mesure de donner des statistiques sur les chances de succès. Objectivement, voilà, j'ai les chiffres dans votre domaine et en renseignant les éléments que vous m'avez donnés dans votre procès, je suis en mesure de vous dire que vous avez 80% de chances de réussir à gagner le procès si on entame une procédure aujourd'hui. Par exemple. Donc la statistique judiciaire, la statistique juridique sont des éléments qu'il faudra prendre en compte. Et puis il y a d'autres domaines qui me passionnent, mais qui sont moins techniques, qui sont plus juridiques. Et il n'appartient qu'aux avocats de s'en emparer. C'est le langage clair,
Effectivement. Je pense que ça a vocation à bouleverser totalement le rapport au droit. Le legal design avec les infographiques, deux domaines dans lesquels moi je me suis lancé à fond depuis quelques temps. Et puis, écoute, on en parlait avant de démarrer le podcast, pourquoi pas pour ça comme ça, le legal gaming, qui consiste à s'amuser un peu avec le droit pour le rendre intéressant et faire en sorte que les gens aient envie de lire les conditions générales que la plupart du temps nous ne lisons jamais. Et qui permettrait peut-être de réduire le nombre de contentieux et de faire adhérer un peu plus les gens au domaine du juridique. Enfin bref, pour reprendre la phrase d'un auteur anonyme, je pense qu'en matière d'innovation dans le domaine du juridique, le passé n'est qu'un prologue. C'est le mot de la fin. Et c'est très bien dit, c'est exactement ça. Écoute, franchement, j'espère que ceux qui nous écoutent vraiment, parce que là tu as donné tellement d'éléments, il y a tellement de choses à penser, et je pense que les auditeurs auront vraiment de quoi pouvoir se lancer. En tout cas, déjà, ne serait-ce que entamer la réflexion. Mais et puis pourquoi pas justement mettre en place les abonnements. C'est vrai qu'on a dérivé sur des choses beaucoup plus générales et c'était important parce que ton approche était importante et il faut effectivement, je pense, que l'on puisse la partager. Donc je te remercie en tout cas vraiment pour le temps que tu as pris et que tu as consacré à ce podcast. Et peut-être un dernier petit mot à ceux qui nous écoutent. Non, un petit mot de remerciement pour toi, Tony, et puis rendons à César ce qui est à César. S'il existe une personne actuellement en France qui fait que l'innovation juridique peut être vue, observée, analysée, c'est bien toi. Donc moi, je te rends hommage sur très simplement. Je te rends hommage parce que tu as mis en lumière. Et je me rappelle comment tu as commencé. Je me rappelle du juriste de demain à ses tout débuts, avec une charte graphique absolument affreuse, mais un contenu heureusement de qualité, qui m'a rappelé moi mes premiers sites web aussi. Donc voilà, t'es un des premiers à t'intéresser à l'innovation juridique. C'est pas commun. C'est pas commun parce que c'est pas peut-être que demain il y aura un cours d'innovation juridique dans les universités. Va savoir. Si j'ai été le pionnier de l'abonnement juridique illimité, tu es le pionnier de la recherche générale sur l'innovation juridique, de sa vulgarisation. Et c'est grâce à toi, le podcast en est la preuve, qu'on arrive à trouver de l'info pertinente, non seulement dans notre pays, mais tu es très branché aussi sur les autres pays. Donc, moi, tu m'as fait découvrir des intervenants étrangers, notamment anglo-saxons, qui sont peut-être plus en avance que nous sur tout le domaine de l'innovation juridique. Donc voilà, un peu comme il y a eu le village de la justice, avec Christophe Albert qui a créé un média qui est aujourd'hui une référence en matière d'information juridique transversale. Oui. On a notre Tony national qui est aujourd'hui bien présent sur l'innovation juridique et qui nous permet de faire les curieux et de ne plus avoir à chercher à droite à gauche. Donc, bravo à toi. Je sais pas quoi dire, c'est trop gentil, mais merci beaucoup, merci vraiment pour tout. Et puis écoute, de toutes les façons, on se dit à très bientôt, parce que je serai amené à t'inviter à nouveau, ne serait-ce que pour parler du legal gaming. Allez, prochaine étape, amusons-nous. Bon, merci beaucoup en tout cas, et merci Christophe pour ton temps, et à très vite pour le prochain épisode. Au revoir.